Et en fait, toutes les langues peuvent prétendre à une certaine forme d'universalité. L'universalité se reconnaît d'abord d'une langue par son histoire et son origine, ensuite par son rayonnement géographique, c'est-à-dire quand elle dépasse un certain nombre de frontières, hein, elle se reconnaît par son corpus littéraire. Qu'est-ce qu'il a donné au niveau de son corpus littéraire? Comment l'étranger l'a reçu? Combien d'étrangers se sont intéressés à cette langue? Ensuite, où en est-on dans son enseignement aujourd'hui? Et quelle est l'importance qu'elle joue dans une famille de langues? Là, en l'occurrence, dans la famille des langues latines. Je pourrais dire l'occitano-provençal, c'est-à-dire toute cette langue qui s'est imposée sur les débris du latin, sur le latin qui était en décadence par le pouvoir qui était lui-même en décadence, et qui s'est développé sur l'arc occidental, tout l'arc occidental méditerranéen. C'est pour ça que jusqu'au XVIIIe siècle, que très souvent quand vous partiez de Florence, à l'époque, et que vous alliez par exemple à Lisbonne, ou que de Lisbonne vous alliez à Florence, on ne vous demandait pas si vous parliez italien ou portugais ou catalan. Non. Si vous parlez le provençal, vous vous ferez comprendre sous tout cet arc latin. Pour quelle raison? La première des voies romaines qui a été tracée hors d'Italie, et oui, la Via Domitia, moins 125 avant Jésus-Christ. Et cette voie-là, ça a été la voie qui, du Mont-Genèvre, eh bien, est allée jusqu'à l'Espagne. Des Alpes aux Pyrénées, une devise là qu'on rencontre chez Mistral, des Alpes aux Pyrénées. Cette voie-là a été la première voie de circulation des hommes, circulation des idées, circulation des langues. Les premiers troubadours, tout étant descendants de Provence, de Gascogne, de Limousin, un peu partout, ces premiers troubadours du Xe jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, eh bien, ils parlaient une langue qui était parlée dans les cours jusqu'en Hongrie. Richard Cœur de Lion, tout Aquitain qu'il était et anglais qu'il était, parlait le provençal. Ce rayonnement, pourquoi a-t-il été important? Parce qu'il a été porteur d'une idée très importante. C'était une idée très forte de l'émancipation de la femme. Les rapports avec la femme ont complètement été bouleversés à partir, je dirais, de toutes les disciplines poétiques qu'ont apporté les troubadours. Le plain, le sirventes, la canzone, l'obade. Et sur le plan littéraire, probablement le sonnet, qui est un peu le haïku de la poésie provençale. Les trouvères ont pris évidemment le relais des troubadours et ont créé également pour la France du Nord l'équivalent, c'est-à-dire au-delà de la Loire, de ce qui se passait au sud. Pendant deux ou trois siècles, une autre idée, une autre vue des rapports de l'homme et de la femme, et également, évidemment, sur le plan, je dirais, même aussi politique. Par exemple, les sirventes étaient des genres de dialogue. On voit aujourd'hui à la télévision de deux personnes qui se défendent sur deux options politiques ou deux manières d'entrevoir un aspect de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau, je dirais, de son évolution de cette langue? Il y a eu une grande rupture, ça a été la croisade des Albigeois, c'est un déclin d'ordre politique. La croisade des Albigeois a été une croisade politico-religieuse, mais surtout politique, peut-être plus que religieuse. Le Midi était beaucoup plus riche, et disons que les gens du Nord sont venus s'approprier ce qu'il y avait à s'approprier à cette période-là. Cette croisade des Albigeois a fait que les intellectuels de l'époque, qui étaient dans les cours des comtes de Barcelone ou de Toulouse ou de Béziers ou de Montpellier ou d'ailleurs, sont partis avec les intellectuels et se sont réfugiés en Catalogne. Ce qui a créé de toutes pièces au départ la langue catalane. Deuxième déclin, c'est l'édit de Villers-Cotterêts de François Ier. Ce n'est pas le plus important, car François Ier ne l'avait pas rédigé contre le provençal, il l'avait rédigé contre le latin. Donc Villers-Cotterêts atteint surtout les textes administratifs. Nous, nos textes administratifs, ils étaient rédigés en provençal, les chartes étaient dirigées en provençal, etc. Au moment de la croisade des Albigeois, ce qui est beaucoup plus grave, on a détruit par centaines des textes. Par centaines, il y en a beaucoup qu'on ne retrouvera jamais plus,
des textes en langue occitane. 40 ou 50% des textes des troubadours, aujourd'hui, sont des textes qui ont été récupérés, vous savez comment? Sur des couvertures de notaires, parce qu'elles étaient en parchemin. C'est un génocide culturel qui s'est passé au moment de la croisade des Albigeois. D'ailleurs, Mistral l'a très bien dit dans Calendal. Alors après, il y a eu un moment de déclin, le grand moment des Lumières, la monarchie absolue qui s'installe, et évidemment, le grand malentendu de la Révolution française. Je vous invite à le lire. Lisez de Mona Ozouf, qui au départ s'est élevé dans une famille jacobine et laïque, proche du Parti communiste. Et quand vous lirez le chemin de Damas que cette femme a fait, grande historienne de la Sorbonne, et vous verrez ce qu'elle a souffert de ce qu'on a amputé de sa culture, de sa langue bretonne. Vous verrez ce qu'on a fait à la Révolution française vis-à-vis des langues régionales. Et on l'a fait par un malentendu, pour faire la grande France. Et que Michelet a repris, évidemment, par cette parole absolument extraordinaire, et que lui, il a écrit. La grande France, c'est-à-dire la France de Paris et la France du Nord. L'autre France, elle n'existe pas, c'est évident.